Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Dans cette série sur le contrôle coercitif, nous avons abordé les notions de droit, de santé de l'adulte, de violence économique, de sociologie avec les tactiques des auteurs et les mécanismes d'occultation des auteurs, notamment en justice. Pour finir, nous avons abordé l'enfant dans le contrôle coercitif avec le docteur Myriam Pearson. Anasio pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet, avec du contenu pour sensibiliser et informer. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder encore la notion de contrôle coercitif et l'enfant, et ce, en particulier au sein de la justice. Pour ce faire, nous avons le plaisir de vous partager l'interview réalisée avec Madame Hélène Romano. Madame Romano est docteure en psychopathologie, habilitée à diriger les recherches doctorants en droit privé sciences criminelles et spécialiste du psychotraumatisme, en particulier de la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. Comme très bien expliqué dans ses podcasts intitulés Parenthème, elle va nous partager les questions difficiles que les parents peuvent se poser dans l'éducation de leurs enfants, en particulier lorsqu'ils sont exposés à des événements traumatiques. Nous aborderons dans ce podcast un rappel de la définition du contrôle coercitif et de son impact en ce qui concerne l'enfant victime de contrôle coercitif au sein de la justice, quels sont les enjeux, pour enfin aborder les solutions envisagées. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Madame Romano. Bonjour. Merci pour cette participation au podcast dans la série sur le contrôle coercitif. Nous avons abordé différents thèmes sur le contrôle coercitif, le dernier étant avec le docteur Pearson en ce qui concerne le contrôle coercitif et les enfants. L'idée, c'est de continuer ensemble sur ce sujet en abordant en plus la notion de justice. Pour commencer par une définition, on peut rappeler que le contrôle coercitif comprend un ensemble d'actes réalisés par un auteur, des actes continus et répétés au quotidien, visant à assujettir la victime, autrement dit des actes de gravité de nature différente qui sont répétés au quotidien. Donc ça peut couvrir des faits de menaces, micro-régulation du quotidien, isolement, violence psychologique, violence physique, violence économique et violence sexuelle. Alors, si on zoome plus sur l'enfant, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en ce qui concerne le contrôle coercitif et l'enfant? Alors peut-être rappeler que le contrôle coercitif, c'est une notion sociologique. Ça, c'est très important parce que quand Evan Starr, qui va le vulgariser, en parle, le propose, il va le proposer pour essayer de faire comprendre à la grande population, puis surtout aux magistrats, que les violences intrafamiliales, ce ne sont pas que des violences physiques. Oui. Et le contrôle coercitif, c'est donc ce processus, pas qu'un acte, processus de micro-régulation et de violence qui vise à contrôler l'autre. C'est-à-dire que si on prend juste un acte, c'est pas forcément contrôlant. C'est l'enchaînement de ces actes qui fait que l'auteur va parvenir à essayer d'obtenir la soumission de l'autre. Souvent la femme, majoritairement les victimes sont des femmes, et bien souvent les enfants. Alors les enfants, on va en parler, ils ont une place très particulière dans la stratégie des auteurs de contrôle coercitif au cours de la vie de couple. Et puis quand le couple se sépare, les enfants deviennent souvent des armes pour ces personnes-là. Donc à hauteur d'enfant, le contrôle coercitif, c'est aussi une violence psychologique, tout un contexte de vie, j'aurais envie de dire pour les enfants, tout un contexte de vie qui font qu'ils vont se développer avec un parent, puisque la plupart du temps, on parle de contrôle coercitif dans la vie familiale, un parent, et encore une fois, statistiquement, c'est plus souvent le père, qui les amène à voir que dans la relation de couple, pour avoir un bon équilibre, il faut humilier l'autre, il faut le disqualifier, donc ça crée une distorsion dans la compréhension de ce qu'est une dynamique de couple, et eux-mêmes, souvent, sont victimes d'humiliation, de stratégies de contrôle, de terreur, certaines fois, d'isolement et de manipulation. Donc pour les enfants, les conséquences sont souvent dramatiques, encore peu connues, puisque les quelques études qui ont lieu au niveau quantitatif ont été faites par des sociologues. Mais voilà, pour un enfant, c'est tout un environnement de vie qui détruit sa confiance en lui et sa confiance en l'autre. Stark, elle parle souvent de crimes de liberté, moi je parle de crimes d'identité.
l'enfant, il est atteint dans sa construction identitaire, dans sa filiation. Pour bien se construire, il faut avoir confiance en soi, en l'autre, se sentir protégé par l'un, par l'autre. Et quand vous en avez un qui vous fait vivre dans un contexte de terreur permanente, comme si vous étiez otage dans votre propre famille, bah, ça attaque la filiation de façon redoutable. Ça, c'est très peu dit, mais c'est peut-être la casquette clinicienne qui m'amène à faire cette remarque. Oui, donc le point très important que vous soulevez, c'est que il y a là donc destruction pour l'enfant de la confiance en lui et en l'autre, et l'enfant est atteint dans sa filiation et dans sa construction identitaire. Oui, tout à fait. Je pense que docteur Pearson a dû en parler. Les troubles chez l'enfant, ça va dépendre si on a un bébé, si on a un ado. Ça va dépendre si l'enfant vit depuis toujours dans ce contexte-là, ou si c'est par exemple dans le cadre d'un remariage que sa mère se met avec un homme qui va contrôler. Donc l'enfant, il a quand même d'autres repères. Ça dépend des ressources extérieures. Ça dépend de... Il y a une fratrie, pas de fratrie. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en ligne de compte. Mais on va avoir globalement des troubles très visibles qui sont les plus rares, externalisés, et des troubles plus invisibles, internalisés, où l'enfant se met en retrait, ne progresse plus, développe des troubles qui vont mettre beaucoup de temps à s'exprimer. Et la spécificité aussi, et je pense encore une fois que Dr Pearson a dû en parler, mais je le rappelle quand même, c'est que chez l'enfant, l'impact psychotraumatique, il n'est pas forcément immédiat. Bien souvent, les enfants auront des troubles en différé, plusieurs mois, plusieurs années après. Et ça, c'est déroutant pour les juges en lien avec la justice quand ils ordonnent des mesures, par exemple de protection, de suspension des droits de visite, par exemple pour le père, et l'enfant continue d'avoir des troubles ou se met à en manifester qu'il n'avait pas. Donc le magistrat, on se met à sa place, il se dit, ben voilà, je l'ai protégé, on m'a dit qu'il y avait de la violence coercitive, je le protège, je l'ai pris en contact avec l'agent violent qui est le père, et il continue d'avoir des troubles. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que l'expressivité post-traumatique des troubles, hein, c'est pas que pour la violence coercitive, on a ça pour le deuil ou pour les viols, d'autres types de traumas, n'est pas forcément immédiate. Et ça, c'est peu connu. Et donc, les magistrats qui fonctionnent aussi avec leur logique, quand ils se retrouvent face à des enfants qui ne sont pas dans les représentations qu'ils s'imaginent, et bien certaines fois, ça peut mettre en danger l'enfant parce qu'il n'est pas protégé. Oui, oui, alors c'est très complémentaire parce qu'on avait plus abordé les symptômes, le jeu traumatique dont vous parlez aussi beaucoup dans vos podcasts, mais en effet, cette notion de différé, nous ne l'avions pas abordée, donc c'est très bien. Alors du coup, enfant, contrôle coercitif et justice, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? S'il y avait une notion à avoir, c'est que la justice, qui normalement devrait protéger les enfants, face à la violence coercitive, qui est quand même une violence très perverse, la façon très sournoise dont elle agit, la justice, bien souvent, ne va pas protéger suffisamment les enfants pour différentes raisons. Déjà, être confronté au fait que des parents censés protéger l'enfant le malmènent, le maltraitent, voire on arrive à des conduites où l'enfant va se suicider. On parle du suicide des femmes dans ces situations-là, mais les enfants aussi en arrivent à se suicider ou à développer des accidents très graves. C'est juste impensable. Les magistrats sont face à un impensé. C'est inintelligible. C'est plus confortable de se dire que c'est peut-être juste un conflit. Ça, on le voit en permanence. Conflit conjugal alors qu'on est dans de la violence. On n'est pas sur du conflit quand on est dans de la violence. Donc, la confrontation à l'indicible amène les magistrats à ne pas réussir à penser ce qu'est le contrôle coercitif et les répercussions sur l'enfant. Le deuxième enjeu, c'est que l'enfant face à la justice, bah, il n'a pas les codes, entre guillemets. Un enfant, la justice, elle attend des preuves. La violence coercitive, majoritairement, il n'y a pas de preuves, sauf sur tout ce qui est violence avec les écrans, les vérifications téléphoniques. Autrement, il n'y a pas de preuves. L'insulte, l'humiliation, il n'y a pas de preuves, donc il n'y a pas les preuves. Et l'enfant, il n'a pas la parole, bien souvent. Déjà, petit, il n'a pas forcément les mots, si l'handicapé, il les a pas. Et puis, plus grand, il n'a pas les mots d'adulte. Donc, il va pas utiliser les termes que la justice attendrait pour dénoncer ces violences-là. Donc, la parole de l'enfant est aussi une difficulté de l'enfant en justice. Il y a la difficulté à se représenter les choses pour les magistrats et les intervenants du monde judiciaire. Ça, c'est premier élément. Deuxième élément, c'est la difficulté pour l'enfant à nommer. Et beaucoup d'actions de prévention, si vous regardez tous les flyers, tout ce qui peut être fait, il y a des choses très bien qui sont faites, mais ça repose sur ce que va dire l'enfant, la parole de l'enfant. Moi, je suis très impliquée en protection de l'enfance. La parole de l'enfant, pour moi, c'est très important. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ne parlent pas parce qu'ils n'ont pas la parole,
Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont terrorisés et parce qu'une des armes de l'auteur de contrôle coercitif, c'est la parole. C'est par les mots qu'il va blesser la plupart du temps. C'est par les mots qu'il humilie, c'est par les mots qu'il manipule. Donc demander à un enfant d'utiliser l'arme de l'auteur, c'est un non-sens. Alors, il faudrait changer de paradigme, être beaucoup plus attentif au comportement quand on fait des entretiens d'évaluation d'IP, de mesures d'investigation de justice éducative, de voir le comportement de l'enfant. Et là, il y a un, un gouffre, j'ai même pas les mots, Oui. parce que les professionnels ne sont pas assez formés. Donc le deuxième enjeu, c'est la question du témoignage et de la parole de l'enfant. Et un des enjeux qui pourrait être réfléchi, qui nous concerne tous, c'est l'ergonomie. Oui. Les tribunaux ne sont pas du tout adaptés pour des enfants. Bon, on devrait faire, ça c'est au pays des rêves, des tribunaux pour enfants adaptés aux tribunaux pour enfants. Ça n'est pas adapté. Alors les enfants, ils n'ont même pas le décodeur des tenues. Ils peuvent être très impressionnés par le noir. Une salle d'audition, une salle chez un juge des enfants, il prend pas le temps d'expliquer. Le juge des enfants, il n'a pas le temps. Qui est le greffier, pourquoi je suis là, etc. Il a souvent son bureau qui est en hauteur et le petit, il va avoir le nez au-dessus de la table. Il n'y a même pas un rehausseur. Il va lui demander de parler. Un petit, ben, il n'a pas la parole et il a l'impression d'être convoqué. C'est extrêmement compliqué. Les collègues qui font les évaluations d'informations préoccupantes ou les collègues qui vont intervenir à la demande d'un juge des enfants ou des collègues certaines fois qui font des entretiens ou même des auditions. L'audition Mélanie, l'ergonomie des salles n'existe pas partout. Moi, j'ai des enfants où l'audition s'est faite en webcam. Ils étaient face à la webcam de l'enquêteur. C'est absolument pas respectueux de l'enfant. Oui. Si on n'a pas de table adaptée, de chaises, de support de médiation à la parole, on ne peut pas écouter la parole de l'enfant. Donc la justice, ça passe par des choses assez pragmatiques, avoir des espaces ergonomiques. Quand on n'a plus de sous pour aménager les salles, on a des fois des plans B. Et moi, j'ai aménagé plusieurs salles comme ça, où on met un petit mot à la cafétéria des collègues en disant j'ai besoin de matériel pour accueillir les enfants. Et les collègues vont donner la petite table qui sert plus, tel support, pour que l'enfant puisse avoir un support pour parler. Je ne comprends pas qu'on continue de faire des évaluations de la parole de l'enfant, des évaluations d'audition pour un magistrat, avec des bureaux qui sont des bureaux d'adultes. On est à côté. En expertise, quand les parents sont encore en couple, on nous demande de recevoir l'enfant. Il peut être accompagné par l'auteur. Vous imaginez comment voulez-vous qu'il puisse nous parler? Oui. Les évaluations d'IP, d'informations préoccupantes, elles sont faites au domicile. Les collègues vont souvent dire on va dans ta chambre, qui est le lieu de non-droit, qui est vraiment à éviter pour entendre un enfant. Mais c'est à la maison, l'enfant, il va pas vous parler. Donc, la parole de l'enfant, c'est un véritable enjeu pour protéger les enfants, c'est qu'on laisse trop la protection sur les épaules de l'enfant. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, j'essaye de faire vite parce qu'il y a plein de choses, c'est que la justice est souvent, à son insu, une source de réactivation traumatique pour les victimes en général, mais pour les enfants qui sont exposés à la violence coercitive. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une audition, auprès du magistrat, au JAF, auprès du juge d'enfant, s'il y a un juge d'enfant qui est désigné, auprès de la police, la gendarmerie, l'enfant doit répéter. Oui. Il est en permanence soumis à répéter. Quand il y a des informations préoccupantes, des évaluations de MJ, demandées par le juge des enfants, quand il y a des expertises, l'enfant est encore contraint de répéter, de parler, de dire, de redire. Et quand sa parole n'a pas été entendue, quand lui, il a essayé à sa hauteur de dire qu'il y a des choses qui n'allaient pas et qu'il se retrouve contraint d'aller chez son père, qui est majoritairement l'auteur, comme avant, ou des fois il est même placé chez le père, c'est tout son monde qui s'effondre. Et il y a aussi les enjeux, on pourra probablement parler, des visites médiatisées qui sont mises en place, alors, sans médiatisation, c'est vraiment l'enjeu de ces espaces-là, ou des espaces rencontres, où rien n'est pensé parce que les professionnels n'ont pas suffisamment de formation, pas de temps, pas de moyens humains pour essayer de comprendre ces choses-là, où on met l'enfant face à l'auteur, l'enfant, il est obligé d'y aller. Il ne sait pas qu'il a le droit, il est obligé, il n'y va pas, il y aura une plainte à l'encontre de la mère si elle a encore la garde, et s'il est en foyer, les éducateurs auront des gros soucis s'ils n'ont pas à présenter l'enfant. Mais le parent auteur, il vient s'il veut. Oui. L'enfant, il a un emploi du temps rempli de pédopsie, de psychiatre, de thérapeute et tout ce qu'on peut imaginer. Le parent auteur, il n'est pas contraint, il thérapie. Il vient. Et c'est à l'enfant de soigner le parent. Donc, ce paradigme-là, il faut vraiment le revoir. Donc, en protection de l'enfance, un mot, ça serait de dire, c'est pas forcément politiquement correct, mais c'est une réalité qui est partagée par beaucoup de collègues. Les services de protection de l'enfance, actuellement, sont souvent plus maltraitants
qu'autre chose. Ça n'est pas tant lié aux individus. Moi, je connais beaucoup de professionnels très impliqués qui font le maximum, mais quand ils sont pas formés, quand ils sont contaminés par l'auteur, parce que l'auteur a une stratégie très forte à inverser les responsabilités, à créer des distorsions massives majeures dans les décisions judiciaires, bah, c'est très compliqué pour les professionnels. Qu'on soit éducateur, qu'on soit psycho d'une ex, de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qu'on soit magistrat, qu'on soit avocat d'enfants, ce sont des situations qui créent le chaos. Donc voilà, il y a tous ces enjeux-là quand on parle de l'enfant victime de violences coercitives face à la justice. Oui, donc je reprends les points, c'est très important. Il y a la confrontation du magistrat à l'indicible. Il y a l'enfant qui n'a pas les codes et la difficulté de s'exprimer. Et là, vous en parlez très bien dans vos podcasts par en thème, d'autres façons d'entendre qui sont le comportement, le non-verbal, le jeu traumatique, le dessin, et on en parlait aussi avec le docteur Pearson, la justice, donc source de réactivation traumatique, les visites médiatisées qui peuvent poser souci. Je voudrais juste revenir sur une chose quand vous dites c'est à l'enfant de soigner le parent. Est-ce que vous pouvez expliquer juste un petit peu? Oui, à partir du moment où les visites médiatisées, qui sont ordonnées par un magistrat, sont mises en place, bien souvent, et on voit les magistrats indiqués pour restaurer les liens, Oui. pour réparer les liens, etc. À partir du moment où il n'y a pas une égalité de positionnement. Mm. L'égalité de positionnement, ça serait que l'enfant, comme le père, puisse dire je veux pas, j'y vais pas. À partir du moment où c'est inégal, c'est qu'on utilise l'un pour l'autre. Et qui est contraint à la visite médiatisée? C'est l'enfant. C'est pas le parent auteur. À Mm. partir du moment où l'enfant est contraint, bah, il est contraint pourquoi? Pour restaurer les liens. Souvent, on lit ça. Oui, oui. J'ai fait une expertise la semaine dernière où c'était marqué noir sur blanc par le magistrat. Il est très important de restaurer les liens avec l'enfant et avec le père. Et c'est un père qui a été condamné. C'est un Mm. père qui a été condamné pour des violences graves à l'encontre de la femme. Elle était enceinte de son deuxième enfant et le petit de 18 mois a été exposé aux violences. Elle est partie, il a été condamné, alors qu'il a été condamné à de la prison avec sursis, parce que le système est comme ça, elle a une mesure de protection, ben lui, il obtient d'un juge d'affaires familiales des espaces de visite médiatisés, alors qu'ils sont ubuesques à organiser, puisque la femme a une mesure de protection, ils ne doivent pas se croiser. Et les collègues disaient à la femme, c'est à vous d'accompagner l'enfant au père pour restaurer les liens et retrouver la confiance avec le père. Donc l'enfant va servir de support. Ça n'est pas possible. Mm. Et Mm. le système est comme ça actuellement. Est-ce que c'est lié à toute l'histoire de notre système judiciaire qui est quand même très patriarcal? C'est tout à fait possible. Est-ce que c'est lié à un problème de formation des professionnels aussi avec des représentations très genrées? C'est aussi possible. Est-ce que c'est lié aux experts qui bien souvent sont aussi très orientés dans leur représentation de la place de la mère? C'est aussi possible. Le constat, il est là. On utilise l'enfant pour restaurer les liens. Moi, je suis favorable à ce que le père, il aille en thérapie, Mm. fasse tout un travail personnel avant de voir si éventuellement il peut être mis en lien avec l'enfant. En Belgique, vous avez Agathe Villaume qui a développé ce qu'elle appelle la clinique du lien, qui est Oui. justement avec cette dynamique-là. Il y a tout un temps avec le parent mis en cause avant d'exposer l'enfant. Et certaines fois, il n'y a pas d'exposition justement pour protéger l'enfant. Anatio, pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Quelles sont donc les solutions, s'il vous plaît? Alors, prévenir les violences coercitives, ça serait déjà une solution Oui. qui nécessiterait de former tous les intervenants, entre autres en milieu scolaire, dans les crèches, parce qu'eux, ils peuvent repérer beaucoup, beaucoup de choses. Ça serait de la prévention, de permettre aux enfants de savoir à qui ils peuvent parler, quand ils peuvent parler et oser parler. Ça fait partie aussi normalement des actions de prévention. C'est pas gagné, mais dans les baguettes magiques, on peut essayer ça. Quand l'enfant est dans l'œil du cyclone, est exposé, ça serait de mieux former les professionnels pour repérer Oui. et pour permettre à l'enfant de nommer les choses. On idéalise beaucoup le lien parental. Bah, il y a des parents, mère ou père, qui peuvent être très violents et dire à l'enfant, mais c'est quand même ton père. C'est redoutablement déstructurant quand l'enfant a été victime. Et quand l'enfant est exposé et subit des violences et alors manifeste des troubles, au risque de manifester des troubles, il faudrait pouvoir nommer, expliciter ce qui s'est passé, c'est-à-dire Mm. avoir des espaces où l'enfant puisse comprendre que ce modèle-là éducatif, N'est s'il pas- n'a connu que ça, n'est pas forcément le bon modèle. Parce qu'après, on a des enfants qui peuvent développer des troubles, soit d'enfants qu'on appelle contrôlants protecteurs. Ils vont pas manifester des troubles pour eux parce qu'ils sont dans une dynamique de protection de l'autre parent, de consoler l'autre parent. Et on le voit beaucoup avec des petits.
Donc, ils s'oublient eux-mêmes dans une hyper-adaptabilité, une hyper-compliance pour protéger le parent victime et anticiper sur les violences de l'auteur. Qu'il soit encore en couple ou lorsque les parents sont séparés, l'enfant qui est dans cette dynamique de protection ne va pas tout dire à l'autre parent, va essayer de protéger en permanence le parent qui est ciblé par les violences. Et puis on a d'autres enfants qui vont développer ce qu'on appelle des comportements contrôlants punitifs, soit vis-à-vis d'eux-mêmes, ils sont en permanence avec des conduites addictives, des conduites dangereuses, mais ça je pense que Dr Pearson a dû en parler, soit à l'égard du parent victime, où ils vont s'identifier à l'auteur et agresser le parent victime. Alors soit des violences que eux manifestent pour appeler à l'aide, Oui. soit des violences à l'égard du parent victime. Et il est le bourreau. Il y a beaucoup de mamans qui disent, mais j'ai l'impression d'avoir mon ex à la maison, tellement il fait pareil. Mais si l'enfant n'a eu que ce modèle-là, bah, c'est inévitable qu'il va agir de la même façon. Si pour lui, dans la relation, ce qui fonctionne, c'est humilier, c'est manipuler, c'est mentir, c'est disqualifier, et si c'est le père qui a ce modèle-là de transmis, pour l'enfant, c'est compliqué de se dire qu'il y a un autre modèle. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font, qui devraient pouvoir se faire dans l'accompagnement de l'enfant. Et moi, je travaille beaucoup sur la guidance parentale avec les mamans qui ont été cibles de contrôle coercitif, qui souvent sont encore dedans parce qu'il y a les procédures. Et tant qu'il y a les procédures, elles sont sous contrôle, qui sont épuisées psychiquement et qui n'arrivent plus forcément à avoir la bonne posture avec leur enfant. Donc, tout un accompagnement de guidance maternelle, parentale, maternelle, de l'enfant avec la mère pour essayer de comprendre ce qui se passe, la dynamique de cette violence-là. Après, avec l'enfant, les thérapies, je suis pas du tout sur l'idéalisation, la sacralisation d'une thérapie plus qu'une autre. Oui. Je pense qu'il y a un panel de thérapies aujourd'hui très important et qu'il faut pouvoir proposer à l'enfant celle qui lui conviendra le mieux au moment où on le voit. Certaines fois, c'est telle thérapie, une autre fois, ça sera une autre thérapie. Avec l'enjeu de ne pas être source de réactivation et de permettre d'avoir des supports à la parole. Les enfants, on travaille beaucoup avec le jeu, le dessin, mais parce que la parole peut être compliquée pour toutes les raisons qu'on a abordées au début de votre podcast. Mais voilà, l'idée, c'est d'être dans, moi j'appelle ça de la haute couture, des prises en charge, je parle souvent d'infinie délicatesse, mais c'est vraiment ça. Prendre soin d'un enfant victime, entre autres dans ce type de violence coercitive, c'est comprendre qu'il a un mode de pensée, un mode de relation à l'autre qui peut vraiment amputer, hypothéquer son développement et la confiance en l'adulte. Si vous avez le père, il représente dans notre société l'autorité, la fonction sur Moïse, tout ça. Tout substitut paternel, l'enseignant, le thérapeute, c'est un substitut. Donc, retrouver la confiance avec un intervenant, c'est pas évident parce que l'auteur, dans l'intrafamilial, était celui qui était censé protéger. Donc, c'est tout ce travail-là. Et un dernier point, c'est que pour prendre en charge un enfant, je pense, j'insiste là-dessus, il faut qu'on prenne soin de nous, parce que c'est des situations quand même très violentes à prendre en charge, et qu'on mette en place aussi tout un travail d'un tissage interprofessionnel. Parce que trop souvent, c'est clivé. Tout à fait. Et l'enfant, voilà, c'est trop clivé. Et l'enfant, il voit l'éduc, mais l'éduc, il va pas parler aux psy en libéral ou pas parler aux psy en CMP. Ça, c'est plus possible. On voit qu'on perd beaucoup d'énergie. Oui, travailler en réseau, travailler en pluridisciplinarité, tout à fait. Pour récapituler sur les solutions, vous avez évoqué le fait, un, de prévenir les violences coercitives, deux, de permettre aux enfants de savoir à qui et comment parler, trois, de mieux former les professionnels à repérer le contrôle coercitif, quatre, développer de la guidance parentale pour les mères victimes et notamment dans le lien maman-enfant victime. 5, de la thérapie pour les enfants victimes. Et le dernier point pour les professionnels, prendre soin de nous et mettre en place du travail en approche pluridisciplinaire. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, s'il vous plaît? Prendre soin des enfants, c'est fondamental. Enfin, le mot de la fin, c'est vraiment s'autoriser à se mettre à hauteur d'enfant. Moi, c'est quelque chose que je bataille beaucoup là-dessus. Alors, Corzac en parlait pendant les camps, mais se mettre à hauteur d'enfant. On ne peut pas prendre en charge un enfant si on ne se met pas à sa hauteur. Si on n'a pas une position éthique horizontale vis-à-vis de lui, si je pars pas de lui, si je vois un enfant et que je lui dis, mais tu vas pas bien, ou t'as dit ça, c'est quelque chose qui est très cassant. Si je dis à l'enfant, j'ai l'impression que tu vas pas bien, ou je pense, peut-être que je me trompe,
plutôt que de dire bah tu m'as tout dit, c'est formidable, j'ai l'impression que tu m'as tout dit, peut-être que tu m'as pas tout dit. C'est respecter l'enfant. On ne peut pas prendre en charge un enfant en protection de l'enfance si on ne le respecte pas. Et ça n'est pas qu'une question de bonne volonté. Il faut être formé. C'est ça, exactement. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Madame Romano pour la qualité de ce témoignage et son expertise sur le sujet des violences intrafamiliales et de leur impact sur l'enfant. Je vous invite à aller découvrir ces podcasts intitulés Parenthème qui abordent les questions difficiles que les parents peuvent se poser dans l'éducation de leur enfant, en particulier lorsqu'ils sont exposés à des événements traumatiques. Merci à tous pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite sur le contrôle coercitif, ce toujours dans une approche pluridisciplinaire, et nous aborderons en effet les notions de parentalité. N'hésitez pas à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez retrouver le podcast Anasio sur le site anasio.fr, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Anasio. À bientôt!